Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé en direct de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles. Sauf rares exceptions qui peuvent arriver, mais enfin, elles sont rares. Et qui, en tout état de cause, répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 1 heure environ avec notre amie la Major Ilyalana, Major, la section de liaison de la division terrestre de la Prakanda Senamuka. Bonjour Ilyalana, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, mais je vais très bien, je vous remercie. J'étais un petit peu en retard aujourd'hui, je m'en excuse, mais non, ça va bien. Et vous-même? En forme? Oui, en forme, merci beaucoup, merci. Pour le retard, c'est pas un souci, hein, vous savez, on fait comme on peut. Hein. On a souvent dit que on organisait ces entrevues aussi bien qu'on le pouvait, malgré des impératifs qui sont particulièrement entravants, on va dire. Et pourtant, on assure le job, fidèle au poste, comme à notre habitude. Alors, donc pour cette 40e entrevue avec une Dvish, j'ai sélectionné 4 intervenants, enfin en l'occurrence 3 et 2 formulaires de la part d'Athéna Vénus, qui apparemment a besoin de compléments d'informations sur une vidéo podcast précédente. Donc, on l'a fait passer en priorité depuis la réception de son formulaire, de manière à pouvoir clarifier les choses pour elle et pour d'autres, hein, parce que généralement, quand les gens posent des questions précises comme ça, qui les taraudent un peu, c'est qu'ils se font aussi l'expression de quelque part de l'inconscient collectif, d'une part de l'inconscient collectif. Hein. Donc la réponse n'est pas que pour celui ou celle qui la pose, mais pour pas mal d'autres également. Bon, eh bien, on attaque. Vous êtes prête, Eliana? On peut y aller? Je suis tout à fait prête, je vous écoute. Eh bien, alors on y va. On va tester votre culture générale aujourd'hui. Oh, plus que d'habitude. Ne me faites pas peur. Hein. Oh non, Eliana, une Twitch ne peut pas avoir peur, vous le savez bien, vous l'avez dit vous-même. Ouais, absolument. Allez, je vous écoute. Alors, première question de Johan. Ah, notre ami Johan, comment va-t-il? Comment voulez-vous que je le sache? Il l'écrit pas, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il nous écrit, donc il n'est pas mort, donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc il va bien. Ah, bah dis donc. Oui, vu comme ça, effectivement. Ça laisse une certaine marge. Bon, bah tant mieux pour lui. Alors, Johan nous demande ceci. Que pouvez-vous dire de ceux que l'on appelle les cathares, de l'origine de leurs croyances, de leurs pratiques, et enfin de leur extermination par l'Église catholique? Quand je parlais de culture générale, voilà. Hein. Vous êtes calé en histoire, Eliana? Oh là là, pas à ce point-là. Hein. L'histoire de France, enfin de France, de façon pareille. Oui. J'en connais ce que les gens connaissent. Hein. Bon, on verra, mais pas. On verra. Donc. Attendez, je vais compléter avec la deuxième question du formulaire qui est en lien direct avec la première. Ça orientera peut-être le champ de réflexion. Les cathares considéraient que Dieu était absent de ce monde matériel. Avait-il su reconnaître l'emprise totale de l'ennemi sur Terre? On peut grouper, hein, je pense. Oui, effectivement. Oui. Bon, je vous dis, hein, je sais un peu ce que tout le monde est susceptible de pouvoir en savoir. Bon. Disons, pour replanter le décor, les cathares étaient des gens quand même intéressants. Ils avaient une doctrine assez particulière. Les cathares qui ne s'appelaient pas les cathares à l'époque, hein, on les a nommés comme ça plus tard. Hein, c'est des albigeois, il me semble. Et ils sont eux-mêmes issus des Bogomiles, hein, qui sont apparus au Xe siècle en Bulgarie, et pour lesquels tout ce qui était physique et propre à la matière du plan physique était l'œuvre du diable. C'était très 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 manichéen, ça. C'était vraiment une division totale. Les dieux d'un côté avec les plans subtils et le diable du côté avec la matière. Et les cathares sont issus, en fait, ont une filiation avec les Bogomiles. Malgré la remise en cause officielle de cette origine par les autorités. Mais bon, ils viennent bien de là quand même.
Alors, disons que chez les cathares, il y avait des choses intéressantes quand même, hein. Par exemple, ils croyaient en la réincarnation quand même, ce qui est quand même assez rare hein, en Occident. Ils rejetaient les guerres, l'enfer, les sacrements de l'Église, dont le baptême au nouveau-né en l'occurrence, puisqu'ils considéraient que le nouveau-né n'avait pas donné son aval, hein, il subissait la chose, donc c'était injuste. Et en fait, c'est pas forcément faux, parce que par rapport à la paléo-chrétienté, le baptême est quand même est un rituel d'initiation, d'entrée dans les mystères chrétiens. Donc c'est comme si on avait une initiation à un bébé. Enfin, on peut, hein. Enfin, disons qu'il n'y a pas le caractère de recherche, le caractère volontaire du futur initié. Quand même. Ils ne croyaient pas à l'Eucharistie, en tout cas pas à la transsubstantiation, c'est-à-dire que comment on appelle l'hostie, enfin le pain et le vin se transformaient vraiment en le corps et le sang du Christ, ce quoi il n'avait pas forcément tout à fait tort. Quoi encore, le mariage par exemple de l'Église, il le rejetait parce que bon, les sacrements forcément ils ne valaient pas grand chose pour eux. Ce qui leur permettait de concéder à un homme et une femme vivant ensemble, donc maritalement, sans être mariés, sans être mis sacrement de l'Église, et par des leurs, parce qu'ils n'en avaient pas forcément, mais de pouvoir vivre ensemble, de, de concevoir l'amour physique en dehors donc du mariage, ce qui est très étonnant aussi, hein, c'est quand même extrêmement rare à l'époque. Donc forcément, ça on les a considérés comme des hérétiques. Hein. Il y a le refus de la propriété privée aussi. C'est celui qui travaillait le champ, à qui devait appartenir la terre qu'il travaillait, et non pas travailler pour quelqu'un. Finalement, il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans leur dogme, dans leurs croyances, qui iront rejoindre un peu le monde de demain. Ça c'est vraiment intéressant pour le coup. Donc la sexualité n'est pas un péché en soi, même si Dieu n'est pas censé apprécier beaucoup, mais il considère pas ça comme un péché, ce qui est là aussi assez extraordinaire. Et puis ils étaient très portés sur le jeûne et le végétarisme, et parce qu'on devait éprouver une véritable gentillesse envers les animaux. Oui, ça aussi, hein, ça rejoint le monde de demain. C'est assez intéressant, quoi. Bon, on les appelait les purs, hein, enfin les cathares. Le mot cathare vient de katharos, je crois, du grec, qui veut dire la pureté, celui qui est pur. Parce que il ne devait ni mentir, ni jurer, s'abstenir de toute pratique issue du vice, etc. Donc voilà, ils devaient avoir un comportement pur en fait. Bon, tout n'était pas bon chez eux, hein. Par exemple, bon, effectivement, cette notion d'absence de Dieu du monde, c'est pas faux, c'est pas forcément faux. Hein. Ils devaient sentir l'âge de fer quelque part, même s'ils n'avaient pas une connaissance technique, disons. Hein, l'âge de fer n'était pas déterminé comme étant cela auprès des gens de l'Occident. Ils ne savaient pas. Hein. Pour eux, c'était le monde et puis voilà. Oui, Dieu, il est considéré effectivement comme Dieu absent de ce monde. Mais pas simplement parce qu'il n'y était pas ou pas encore plus, mais parce qu'il est considéré en fait l'absolu comme étant fondamentalement inaccessible et impossible à appréhender et à comprendre. Ce qui n'est pas forcément faux non plus, mais... Enfin bref, donc le problème c'est qu'ils étaient quand même beaucoup dans le rejet de l'incarnation et ils avaient pour fondement dogmatique de ne pas procréer parce que ça aurait emprisonné une pauvre âme innocente dans un corps livré à l'enfer de la matière. Enfin bref, et ils étaient très dans le culte des reliques aussi. Donc bon voilà, c'est des gens quand même relativement intéressants. Maintenant. Bon, l'origine de leur croyance, je vous dis, elle est clairement bogomile. Hein. Ça, c'est évident. C'est réfuté officiellement par la science aujourd'hui, mais ils sont issus en droite ligne des bogomiles, mais en étant quand même un peu plus soft dans leur rejet du plan physique hein, et de la matière. Parce que finalement, on se retrouve
on se retrouve dans une situation où le créateur crée quelque chose et la finalité de tout ce qu'il a créé, donc le plan physique, appartient au diable. Ça n'a pas de sens quand même. Alors, bon, là, leur pratique était celle-là, c'est relativement simple. Hein. Bon, ils étaient considérés comme hérétiques de toute façon. Hein. L'Église a vu de très mauvais œil le développement, surtout dans le sud de la France, de ces gens-là, parce que à partir du moment où on défiait l'autorité de l'Église, forcément on échappait à leur pouvoir. Et puis si on se rapprochait un peu trop de la vérité, qu'on échappait un peu trop aux perversions de l'âge de fer, forcément ça faisait des levées de boucliers majeures auprès des tenants du pouvoir de l'époque. Et leur extermination, elle est due à ça, évidemment. Hein. Alors, est-ce que les Cathares avaient su reconnaître l'emprise de l'ennemi pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Non, eux, ce qu'ils voulaient, c'est une vie vertueuse, chrétienne, christique, selon ce qu'ils estimaient être juste. Bon, à part l'emprise l'emprise du diable dans la matière, ce qui, là aussi, finalement, on a raison, c'était pas tellement faux. D'un certain point de vue, c'était pas tellement faux, parce qu'effectivement, toutes les articulations de la société, qu'elle ait été passée, présente ou future à leur époque, était effectivement complètement sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du mal. C'était vraiment l'âge de fer caricatural, le plus caricatural qu'on puisse imaginer. Mais qu'ils aient su reconnaître l'emprise de l'ennemi, peut-être, finalement, peut-être. Je pense pas qu'ils l'aient conscientisé de cette manière-là, mais à leur échelle, à leur niveau de compréhension, ce n'est pas impossible, effectivement. Je pense que ils étaient dans une forme d'attente que quelque chose se produise sans vraiment savoir quoi, peut-être le retour du Christ à la fin des temps, et qu'en attendant, il fallait essayer de vivre le plus justement possible. Bon, à part quelques dérives qui n'étaient pas si graves, c'était vraiment déjà intéressant. De toute façon, si on les a exterminés, c'était pas pour rien. Hein. S'ils avaient été si mauvais, on les aurait préservés. Enfin voilà, il n'y a pas tellement quoi en dire de plus. Bon, voilà. J'espère que la réponse conviendra à Johan. Alors, il rajoute dans la partie commentaire, est-ce qu'Iliana est sur Instagram? Avec un clin d'œil. Gros bisous. Alors, vous étiez sur Instagram, Iliana? Oh, quelle drôle de question. Non, je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas très machin sociaux. À moins qu'on m'ait ouvert un compte, pour moi, je vois pas tellement pourquoi a priori, mais c'est pas une impossibilité. Mais moi, si c'est le cas, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas de toute façon. Je ne m'en occupe pas. Mais je crois pas. Il me semble pas. Bon, et ben voilà. Eh bien, nous passons à une question de Onaida. Onaida, c'est joli comme nom, ça. C'est amérindien, apparemment. Ah oui, c'est joli, Onaida. C'est, je ne sais plus quelle tribu, quel langage, mais ça veut dire celle qu'on attend. Je crois, il me semble bien. Vous en savez des choses, Yeliana? Oui, mais je le sais pour les mêmes raisons que vous le savez aussi. Je sais plein de choses, moi aussi. Je suis bien content. Allez, question de Naïda. La première. Mes plus cordiales salutations à vous deux. Je vous suis sincèrement reconnaissante pour toutes les informations et les enseignements apportés à travers vos vidéopodcasts hebdomadaires. Vous avez dit dans la vidéo numéro 33 que le Canada se trouve dans une situation particulière par rapport à l'Europe, et que les stratégies qui sont mises en place sont complètement différentes. Que pouvez-vous nous en dire? De quelle manière la situation canadienne évolue-t-elle actuellement? Là, on change de registre, on revient vers le contemporain et c'est géopolitique. Alors, ça vous devez savoir, puisque d'une part, vous savez tout, c'est la légende le raconte, et d'autre part, il s'agit de votre stratégie, enfin la stratégie de la Praconda Salamoca. Alors, on peut en dire quoi? Du Canada. Je l'entendrai encore, l'histoire de Mademoiselle Je cite. Bon, le Canada, oui, alors... c'est vrai que... Attends, excusez-moi, je vous interromps une petite seconde, Yana, désolé. Je vais quand même lire la deuxième question de Naïda, parce qu'elle concerne complètement la première, donc là aussi, on peut peut-être grouper dans la réponse. Okay. Elle nous dit ceci.
Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution de la situation au Québec? De mon humble point de vue, la conscience collective de la population québécoise me semble généralement encore loin du nouveau paradigme, notamment au sein des institutions et des commerçants, qui sont particulièrement fervents à défendre les règles de l'ennemi et auxquelles la majorité des Canadiens français sont absolument et incontestablement soumis. Merci à l'avance et de tout cœur pour vos réponses. Voilà. Ah bah oui, effectivement, ça valait quand même la peine de préciser parce que en fait, je dirais que la deuxième question répond à la première. Il faut comprendre que nous avons établi une stratégie globale et des stratégies particulières en fonction des groupes humains qui pensent de la même manière. Il y a énormément de disparités au niveau de ces types de groupes et des types de pensées entretenues, une psychologie commune qui est dans laquelle les gens se fondent et qu'ils alimentent donc au quotidien. Il faut dire qu'effectivement le Canada est quand même particulier. Bon, les provinces francophones, donc Québec et New Brunswick, ont une mentalité quand même effectivement qui est relativement celle qu'on a décrit. Et il est vrai que ça avance quand même difficilement. Ce sont globalement, enfin de notre point de vue, les Canadiens francophones, les Canadiens en général, mais bon, franchement c'est vrai pour les Canadiens francophones aussi. Ils sont assez naïfs quelque part. Il y a une forme de naïveté dans leur compréhension. Ils voient moins la finesse des manipulations qui sont orchestrées derrière les manœuvres politiques et tout ça. C'est quand même très très difficile de les déloger des idées préconçues faites au sujet de tel ou autre élément de la société. Les grands fondamentaux sont ce qu'on a toujours fait et il n'y a que ce qu'on a toujours fait qui peut prévaloir obligatoirement. On peut le faire beaucoup mieux éventuellement, plus sainement, plus tout ce que vous voulez, mais il faut absolument, dans leur esprit, globalement, majoritairement, il faut absolument faire comme on a toujours fait. C'est comme ça que c'est parfait. Pour les gens, en tout cas, qui se posent la question, parce que tous ne se la posent pas. Il y a énormément de Canadiens qui ne se posent pas de questions. C'est pour ça que j'aime bien recevoir des questions de nos amis canadiens, parce que franchement, ça donne un peu d'oxygène, on va dire, à cet enfermement de la pensée collective canadienne qui a du mal à se débloquer de la conformité au canon du système. Alors, on est obligé, avec eux, comme on le fait avec n'importe quel groupe de population, ça concerne pas forcément que les pays, d'ailleurs, hein. Il y a des populations qui sont à cheval sur deux pays, donc on considère pas l'État politique comme étant vraiment un groupe bien soudé et conforme à une idéologie ou une manière de penser identique. Donc là, on est obligé de s'adapter, d'adapter, disons, le plan général, le plan global, à quelque chose de beaucoup plus précis, de manière à obtenir le même résultat pour tous, de manière synchrone, au même moment où le projet doit aboutir. Alors ça prend des phases qui sont différentes. Là, on est vraiment dans une logique où il va falloir descendre relativement profond en enfer. L'enfer de ce système. Il faut que les gens le rejettent absolument. Absolument. Alors on dit, il faut rien rejeter, effectivement. Mais quand on est en pure manipulation ennemie et que le résultat, il est mortel dans la finalité, il vaut mieux s'en détourner purement et simplement. Alors, disons que là, on fait exactement ce que l'ennemi aurait fait. À certains égards, on peut faire pire parce qu'on fait de manière plus outrancière et de manière plus évidente à l'esprit. Mais le risque en moins. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on utilise exactement la psychologie de l'ennemi, celle que les gens reconnaissent comme étant fiable, et on la met en pratique de manière à oppresser au maximum, mais sans le danger que ces mêmes gens auraient encouru
face à la même politique, voire une politique plus douce, de la part de l'ennemi de lui-même. L'objectif de l'ennemi, c'est la destruction et la soumission. Notre objectif, avec les mêmes armes, c'est la prise de conscience, l'éveil, pour finir. Je parle pas d'éveil spirituel, hein, je parle vraiment d'éveil de mental, pour le coup, le choc mental. Oh, mais dans quel monde on vit, c'est pas possible, il faut absolument autre chose. Voilà, alors c'est vrai que ça secoue, hein, pour le coup, il faut gifler fort parfois, hein, pour que ça se réveille. Bon, on le fait, tant pis, hein, l'essentiel c'est que ça se réveille, hein. Parce que de toute façon, si ce qu'on est en train de faire n'éveille pas les gens, certains ne s'éveilleront pas, ça on le sait. De toute façon, on le savait à la base, on le sait, ça se confirme. Mais si les gens ne s'éveillent pas avec ça, ils ne s'éveilleront avec absolument rien d'autre. C'est la méthode de la toute dernière chance. La toute dernière chance. C'est la seule et unique manière d'y arriver. Alors, vous comprendrez bien que ça peut faire apparaître, enfin, ça peut générer des dégâts collatéraux. Et pourtant, nous avons appris à gérer ces dégâts collatéraux et à les minimiser au maximum en transmutant cette énergie en fait de violence en énergie de prise de conscience, C'est absolument, c'est le mot d'ordre ça, la prise de conscience. Alors il y a des chances que le Canada subisse des choses plus violentes et plus profondes que d'autres pays, éventuellement, notamment les autres pays francophones, en l'occurrence européens. Voilà, c'est un peu la particularité du Canada. On dit l'humanité a la tête dure, les Canadiens sont un peu têtus et ils sont très endormis. Donc il faut vraiment secouer fort pour inciter au réveil, enfin. Mais bon, ceci dit, ils ne sortiront pas plus abîmés que les autres. C'est simplement cette théâtralisation cette mise en scène qui est violente, qui va le devenir. Le risque n'est pas supérieur. Il n'y a pas véritablement de risque majeur pour ceux qui s'éveilleront. Par contre, pour ceux qui feront l'effort de rester tournés vers le passé, qui font l'effort, hein, qui déploieront des ressources intérieures pour ne pas comprendre, eux ne se maintiendront pas. Ça, c'est clair. Mais pour les autres, ils seront pas plus abîmés parce que le réveil aura été plus violent. Certainement pas. Nous y veillerons en outre. Voilà, je peux pas en dire plus, je peux pas révéler certaines choses, donc bon, on va rester là pour ça. Bon, ben ok, je pense que Oneida aura reçu une réponse à sa question, parce que, bon, c'est vrai que ça, vos paroles ont tendance à mobiliser la conscience des Canadiens. Comme je dis, hein, l'impact des vidéopodcasts, elle s'étend sur l'inconscient collectif. Et des gens, en particulier, très peu, mais peu importe, sont mis de fait en résonance avec ça et posent les questions que l'inconscient collectif, en général, du groupe le plus vaste auquel ils appartiennent, souhaiterait poser. Donc ils s'en font l'intermédiaire, finalement. Donc voilà, moi j'espère que cette réponse aura suffi à vous satisfaire, Oneida, et d'autres Canadiens à la conscience plus éveillée, attendant le réveil global, évidemment. Enfin, donc si j'ai bien compris, de toute façon, quelle que soit la situation des uns et des autres, la synchronicité du basculement, finalement, sera la même pour tout le monde. C'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. En fait, tout est organisé autour d'une possibilité de synchronisation de cette prise de conscience, d'accueil du nouveau paradigme et de basculement vers autre chose. On peut difficilement se permettre, puisque le phénomène est planétaire, on peut difficilement se permettre des éveils épars à droite, à gauche, comme ça, alors que d'autres restent endormis, ou se révolteraient contre ce qu'ils estimeraient être quelque chose d'anormal. Enfin bref, non, il faut que ce soit d'un seul et même mouvement. Le calcul permettant d'arriver à cet objectif-là est extrêmement précis, mais extrêmement. Vous n'imaginez pas la précision de ce calcul-là. Et en fait, on y arrive à l'absolue perfection. Donc, tout se passera en même temps pour tout le monde. En tout cas, en termes de finalité. Eh bien, ok, merci beaucoup pour ça. Petit commentaire additionnel d'Oneida. Soyez bénis. Ben voilà, merci beaucoup.
Alors, on passe à la question maintenant de Athéna Vénus. Alors ça, c'est intéressant. J'ai lu en vitesse avant d'imprimer la feuille. Ouais, c'est pas mal. Ça va vous plaire. Il y a là-dedans, je le sens. Enfin, je me demande si c'est au sens propre ou figuré que vous parlez là. Quoi, concernant votre intérêt? Oui. Vous allez savoir tout de suite. Alors, première question d'Athéna Vénus. Alors, bonjour, monsieur et la majeure. Bonjour, Athéna Vénus. Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver ici. Oh, ça, on va voir. Attendez qu'elle ait posé la question. Bah si, bien sûr que si. Quelle est donc cette fameuse question? Alors, la question est celle-ci. Donc, lors de la vidéo podcast numéro 36, donc c'est très récent, la réponse donnée concernant la gestion du statut des femmes au sein du nouveau paradigme a suscité une profonde incompréhension. Je vois ce que c'est. Je le devine. Je l'ai senti au moment où je le disais. C'était évident qu'on allait avoir un retour là-dessus. Excusez-moi, je vous ai interrompu, je vous écoute. Donc, lors de la vidéo podcast numéro 36, la réponse donnée concernant la question du statut des femmes au sein du nouveau paradigme a suscité une profonde incompréhension. Ne serait-il pas plutôt aux hommes de suivre comme exemple le hiérodarque afin qu'ils changent leur point de vue sur les femmes, par exemple? Pourquoi c'est aux femmes de reconquérir les hommes? Pourquoi c'est aux femmes d'essayer de pardonner aux hommes? Ce sont les hommes qui ont été persécuteurs des femmes durant des siècles et non pas le contraire. Si un genre ici doit s'améliorer afin de reconquérir l'autre et afin de se faire pardonner auprès de l'autre, c'est bel et bien le genre masculin, aucunement le féminin. Alors, oui, bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça, Ilia Lana? Oui, bien sûr, bon. Ah, excusez-moi, je vais prendre votre feuille, si vous voulez. Merci, parce que c'est quand même plus simple. Alors, bon. Je serai pas aussi catégorique, hein. Je serai pas aussi catégorique. Enfin, je vais y venir. Je prendrai les questions au fur et à mesure. Alors, ne serait-il pas plutôt aux hommes de suivre comme exemple le hiérodarque afin qu'ils changent leur point de vue sur les femmes, par exemple? Mais si, bien sûr que si. Ça se fera, évidemment. Le couple sacré, individuellement, donc l'un et l'autre, et les deux ensemble, représentent, je le redis, hein, c'est un de leurs rôles, peut-être le moins représentatif comme ça, mais le plus fondamental, le rôle d'exemple. Il représente un exemple comportemental parfait pour le genre humain. Donc individuellement, homme en tant qu'homme, femme en tant que femme, et en tant que couple. Donc bien sûr que les hommes pourront prendre le hiérodarque en exemple, évidemment, bien sûr que si. Quand je dis que, enfin bon, je commenterai après. Alors, pourquoi c'est aux femmes de reconquérir les hommes? C'est pas vraiment ça. Il s'agit pas aux femmes de reconquérir les hommes. On veut pas vous voler momentanément vos hommes pour que vous couriez derrière et vous appreniez à les reconquérir. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. C'est que il faut que le genre masculin soit captivé par un idéal féminin. Si c'est aux hommes de changer, eh bien, c'est à eux qu'il faut donner un modèle, mais un modèle soit masculin, effectivement, mais qu'on leur apprenne à reconsidérer le féminin, puisque vous le dites vous-même. Le genre masculin doit impérativement apprendre à reconsidérer son genre complémentaire, le genre féminin, mais pour ça, il lui faut aussi un modèle. Il faut un modèle au féminin, et les filles seront ce modèle. Les filles se feront naturellement captivantes. On va pas partir dans les rues en essayant de draguer un maximum d'hommes pour essayer de les détourner de vous. C'est pas du tout l'objectif. Pas du tout. Ni la manière d'ailleurs. Mais il est un fait absolument certain, ça je le sais parce que je l'ai vu, que la nature même de l'Advich est un côté fascinant et captivant. Obligatoirement, les hommes se tourneront vers l'Advich parce qu'elle représente quelque chose elle représente la part totalement grandiose de la femme, de toutes les représentantes du sexe féminin. Alors, si eux sont captivés par quelque chose qui est un cran au-dessus de ce qu'ils peuvent
trouver parmi les femmes dans ce monde, eh bien, les femmes de ce monde, automatiquement, se mettront à niveau. Eux, les hommes se mettront à niveau par rapport à l'image du féminin auquel il leur faudra correspondre. Automatiquement, ils vont s'accorder. À partir du moment, regardez, comment ça se passe quand un homme souhaite conquérir une femme, il l'observe. Il essaye de connaître, ça peut se faire parfaitement, inconsciemment. Il y a des techniques, entre guillemets, de drague qui existent, pour conscientiser ce phénomène-là et le mettre à profit, mais de toute façon, il est joué comme ça. L'homme joue c'est ce que quelqu'un que j'aime bien appelle, c'est la danse du pigeon. Vous voyez, quand un pigeon essaye de séduire une pigeonne, eh bien, il tourne en rond, il baisse la tête, il lève la queue, il fait une espèce de danse pour séduire Madame Pigeonne. Eh bien, bon, sans vouloir abaisser les gens au rang animal, mais c'est un peu ce que fait l'homme, hein. Il ses plumes, il se fait tout beau, il prend un air comme ça, voilà, il roule des mécaniques un peu, hein, c'est ce qu'on appelle comme ça. Bon, ben voilà, pourquoi? Parce que il se met à la portée de celle qu'il veut séduire. Si les biches représentent un objet de fascination, la plupart des hommes vont se mettre à vouloir se mettre à leur niveau pour leur plaire. Il y aura un jeu d'inconscient qui va se passer là. Ils vont essayer les techniques de drague habituelles qui vont pas fonctionner du tout, voire avoir des conséquences inattendues pour eux. Bon ben voilà, alors ils seront obligés d'élever le débat. En attendant, les femmes ne vont pas attendre que les hommes se soient détournés d'elles. Elles vont voir les disques, bon, elles vont peut-être les jalouser au départ. C'est une possibilité, mais peu importe. Quand elles verront que les hommes sont attirés par ce modèle-là, elles vont essayer de correspondre à ce modèle. C'est un jeu extrêmement subtil. Ce n'est pas, je sais pas moi, une biche dans la rue, croise un homme, « Hey chérie, tu montes ?» Non, vous vous rendez compte? Pas du tout. C'est pas comme ça que ça va se passer. Oh là là. Non, mais non, ça va se passer très bien et de manière parfaitement subtile. Il n'y a pas de souci pour ça, ne vous inquiétez pas. Non. Il s'agit, excusez-moi. L'image me paraît tellement énorme, ça me fait rire. Non, les choses, en fait, il faut calibrer les modèles pour chacun, pour les hommes, pour les femmes. Le fait est que ça passe, comme un peu tout le reste, à partir d'aujourd'hui, ça va passer par la femme, obligatoirement, donc par la vie, d'une part, par les femmes de ce monde, d'autre part, etc. Les hommes, quelque part, je ne veux pas être méchante, messieurs, mais c'est vrai qu'on vous allez peut-être, à un moment, jusqu'à ce que ça s'autorégule, vous allez peut-être vous faire un peu balader dans cette histoire. Bon, mais non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors pourquoi c'est aux femmes de reconquérir les hommes? Donc non, c'est pas les femmes qui vont reconquérir les hommes, il y a une mise à niveau qui va se faire, et c'est la biche qui va donner le là, et c'est l'homme qui va emboîter le pas, et la femme qui va suivre. Elle va suivre tout simplement parce que forcément l'homme sera plus sensible au modèle féminin qu'on va présenter, qui est valable pour l'homme et pour la femme, plutôt que la femme qui aura tendance plutôt à jalouser la vie, au départ en tout cas. Alors pourquoi c'est aux femmes d'essayer de pardonner aux hommes? Alors non, c'est pas aux femmes d'essayer de pardonner aux hommes. D'abord, c'est pas une question de pardon, c'est une question de remise à zéro des compteurs. Il faut comprendre que à partir du moment où vous savez, en définitive, quand tout sera installé et que les cendres de la guerre seront retombées, la guerre au sens très métaphorique, mais tout de même, eh bien, vous ne serez nettement plus aussi nombreux. Mais vous pourrez partir du principe qu'à partir du moment où quelqu'un est vivant en face de vous, c'est qu'il a non pas mérité le droit d'être là, mais qu'il s'est montré à la hauteur du nouveau paradigme qu'il a intégré exactement comme vous, et qu'il s'agira là d'effacer les ardoises. Parce que si on remet les dettes financières de la terre entière, on attendra aussi, en contrepartie, que la terre entière remette ses dettes, ses contentieux, à zéro, envers qui que ce soit. Là, c'est pas financier, hein, c'est purement humain.
Non, le principe de dette karmique, financier ou autre chose devra être laminé, quoi. Ça devra se terminer et en rester là. Quiconque continuerait à en vouloir pour quiconque d'autre, de manière personnelle ou idéologiquement, comme là par exemple, ne pourra pas se maintenir. Ça c'est absolument évident, c'est hors de question. Donc c'est pas aux femmes, c'est pas aux femmes qu'il faudra euh, comment dirais-je, pardonner aux hommes. C'est pas aux hommes qu'il faudra pardonner aux femmes, c'est pas une question d'accorder le pardon, c'est une manière de dire on ne reproduit pas les erreurs du passé, les horreurs, je veux dire, mais aussi, oui. On ne reproduit pas les erreurs du passé et on passe en revanche à toute autre chose. On sait vers où on va, on a la chance d'être là. C'est un monde extraordinaire, on est enfin libre, donc on va pas se remettre à s'en vouloir pour des choses du passé. On lâche ça et on reconstruit du neuf avec le meilleur de soi, en accueillant le meilleur de l'autre. Voilà, c'est plus dans cette logique-là. Alors, ce sont les hommes qui ont été persécuteurs des femmes durant des siècles et non pas le contraire. Alors, je vous apprends, apparemment vous ne le savez pas, que il y a eu un très long moment au sein de cette humanité où la femme avait absolument et totalement l'avantage. Et elle en a fait baver au masculin bien davantage. Je pèse mes mots, je vous garantis, bien davantage. Parce que les femmes sont pernicieuses, elles ont une forme de fourberie quelque part, dont elles sont capables, alors que les hommes non, même s'ils le voulaient. C'est propre à la femme, ça. Donc, non, les femmes en ont fait vraiment baver très longtemps au genre masculin. Alors, je ne dis pas, hein, ça c'était un épisode qui était manipulé par l'ennemi à l'époque aussi. Dieu sait que l'ennemi haïssait les femmes, mais il lui a quand même donné l'avantage pendant longtemps, et il s'est inséré dans ce genre-là aussi, pour martyriser les hommes, de manière à pouvoir créer un karma phénoménal contre le féminin, pour pouvoir ensuite armer les hommes et quasiment laminer les femmes. C'était à dessein que ça s'est fait, mais toujours est-il que les femmes à l'époque n'ont pas refusé ça. Elles ont fait le jeu de l'ennemi, elles ont accepté de martyriser le masculin. Si le masculin a été si longtemps en capacité de pouvoir faire autant de mal à la femme, c'est parce que karmiquement, la femme s'en était pris au masculin de manière suffisamment intense pour justifier quelque part ce karma-là et permettre à l'homme de revenir ensuite prendre sa revanche. Tout ça sous la manipulation de l'ennemi, donc ça vaut moyennement. Enfin, toujours est-il que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas cet épisode de l'histoire qu'il n'a jamais eu lieu, attention. Donc, si un genre ici doit s'améliorer afin de reconquérir l'autre et afin de se faire pardonner auprès de l'autre, c'est bel et bien le genre masculin, aucunement le féminin. Eh ben si, c'est le féminin autant que le masculin autant que le féminin. Et là, il ne s'agit plus d'opposer pour quelque raison que ce soit les contentieux du passé, du masculin envers le féminin vers le masculin. Il s'agit de s'entendre, de se tendre la main et de générer un véritable amour-force. Quelque chose de vraiment bon, de profond. Dans l'oubli du passé. On laisse le passé, mort et enterré. Si on va excaver, on va trouver des horreurs. Donc, ça, il faut arrêter absolument. Voilà. J'espère que j'ai été quand même assez clair dans mon explication. Pour le coup. Ah oui, hein, ça valait la peine de la donner, l'explication, quand même. Intéressante que c'est cette question, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, deuxième question, bon, allez, elle va plus ou moins en rapport, hein, forcément. Alors, votre approche psychologique fine est très masculine. Alors là, je suppose qu'il s'agit du plan en question, hein, l'histoire de captiver le regard des hommes, etc. Alors, je trouve aussi que votre système vous met plus en avant, vous, et non pas nous, les femmes humaines. Vous allez en quelque sorte, ne vous méprenez pas, mais il faut le dire, nous voler la vedette auprès des hommes afin que ces derniers puissent espérer que nous vous ressemblions. Je vois bien que c'est un moyen de nous faire avancer vers un monde meilleur en prenant exemple sur ce qu'il y a de meilleur, mais cette psychologie comparative n'est-elle pas un peu risquée ?
Vous pourriez vous retrouver avec un nombre important de femmes lesbiennes. Tiens. C'est comme si vous présentiez tout aux hommes sur un plateau d'argent et que c'est encore à nous les femmes de faire des efforts. Ils ne sont pas plus parfaits que nous et encore pas plus méritants que nous. Je parle ici des hommes persécuteurs des femmes, forcément. Je n'arrive pas à voir où se situe votre justice juste. Pouvez-vous me l'expliquer si vous le voulez bien? Merci à tous les deux. Bon voilà, donc on reprend un peu les mêmes arguments finalement. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Bon, l'approche psychologique fine, très masculine. Bah, c'est vrai que c'est Yoda qui a pensé, mais il ne pense pas en termes de masculinité. Il pense en termes de justesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment, mais ça à la limite, les gens ne savent pas forcément. À partir du moment où une décision est prise, comme ça, un plan est élaboré, ce n'est pas le Hiérodarque et la potiche à côté qui le suit. Non, non, la Dichaloris et le Hiérodarque ne font qu'un, exclusivement un. Rien n'est fait sans l'aval de l'autre. Rien n'est pensé sans la pensée de l'autre. Tout ce qui est émis du couple sacré est une harmonieuse synthèse. Alors, on pourrait imaginer que effectivement ce soit davantage masculin, mais pas forcément, pas forcément. Il est un fait que c'est quelque chose qui est sûr de fonctionner. C'est sûr que ça va fonctionner. Ça peut pas fonctionner autrement. La psychologie humaine, déclinée en masculin et féminin, a des caractéristiques auxquelles correspondent parfaitement les détails de ce plan, en l'occurrence. Alors je vous dis, c'est extrêmement subtil, hein, c'est extrêmement subtil. Il faut vraiment le considérer comme étant quelque part, on va accompagner un mouvement naturel, si vous voulez. C'est quelque chose qui pourrait se manifester différemment. On va canaliser ces énergies subtiles, ces énergies psychologiques, de manière à rendre ça possible à l'échelle la plus vaste. Mais bon, sans plus, hein, je vous dis, c'est vraiment une mise à niveau. Alors le facteur de risque dans tout ça, potentiellement, il serait susceptible d'y en avoir un. Effectivement, ça, il pourrait y avoir dérapage, etc. Mais ce sera suffisamment subtil pour que, finalement, le facteur de risque le soit aussi, et le facteur de risque sera automatiquement jugulé. Là, je vous ai donné les grandes lignes. C'est beaucoup, encore une fois, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil que ça. Je peux pas vous donner, l'ensemble de tous les cas de figure possibles et les conditions de rectification et les conséquences de ces rectifications, conséquences en cascade, pour remettre en fait l'issue sur le bon rail. Non, ça se fera de toute façon de manière spontanée. Nous avons une vision beaucoup plus large, de la réalité des choses que de là le mental humain. Je parle pas de la nature, mais je parle vraiment du mental, la fonction mentale, hein, qui permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le plan physique. On voit plus loin, bon, limite on n'en peut rien, mais ça nous permet de voir exactement où les choses vont aller, comment les rectifier, on voit la projection, et hop, c'est bon, ça passe. Vous voyez? Donc, vous volez la vedette, de toute façon, s'il y a un groupe de femmes et un groupe d'hommes, les deux groupes sont mélangés. Si, parmi le groupe de femmes, il y a une fille absolument magnifique, elle volera la vedette aux autres. Forcément, ça, c'est pas les Twitch qui ont inventé la psychologie féminine, hein, donc on sait très bien comment ça se passe. Ça va être un peu dans un genre différent, ça va être pareil pour le masculin. S'il y a un homme magnifique parmi ce groupe-là, forcément, toutes les filles seront prêtes, plus ou moins. Bon, oui, mais ça, je veux dire, c'est humain, c'est pas nous qui intervenons là-dedans, c'est pas nous qui décidons que les choses vont se passer comme ça. Nous, on fait en fonction de ce que vous êtes déjà. Bon, après, on va profiter de notre capacité d'attirer le regard et l'attention pour canaliser ça dans le sens de l'élévation. On le fera pareil pour les femmes. Les femmes pourront prendre exemple sur nous, les Prakandanari, les femmes qui vont nous rejoindre au sein de la Prakandasena pour travailler avec nous, elles ne nous rejoignent pas en pensant qu'on leur fera concurrence ou pour nous faire concurrence. Non, on marche main dans la main. Voilà, voilà, il n'y a pas... Ces femmes qui vont nous rejoindre n'auront pas, elles, de sentiment de jalousie envers nous. Elles nous considéreront comme
un modèle à suivre comme quelque chose de représentatif, de quelque chose de plus grand qu'elle à ce moment-là, auquel on offre la possibilité de pouvoir participer pleinement. Et on fait un. Il faut comprendre que la logique de tout ça, c'est le un. Tout doit revenir vers le un. De petits segments jusqu'à un segment plus gros, etc. Tout doit être un. La planète doit être une. Les peuples doivent être un. Les gens doivent être un. Les couples doivent être un. Les amis doivent être un. Les parents, les enfants doivent être un. Comprenez? Tout ça répond de cette même logique. Et il ne s'agit pas de voler la vedette à quiconque. Nous avons bien d'autres choses à faire que de nous amuser à voler la vedette aux femmes, leur piquant dans sa main. Pour l'intérêt que représente la gente masculine pour nous, vous savez, non, hein. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment, et puis, présenter aux hommes un plateau d'argent, ils n'en auront pas grand-chose de nous, hein, faut pas croire, hein. Non, oui, vous n'avez pas tous les éléments dans l'esprit, permettant d'avoir une vision vraiment vaste et cohérente. Vous voyez qu'à un petit bout, et ça, c'est un peu bancal, ça vous paraît bancal à voir comme ça, forcément, parce qu'il vous manque d'autres éléments. Non, je vous garantis que ça se fera en douceur, ça se fera dans le calme, dans la joie et la bonne humeur, et tout le monde y gagnera, je vous le certifie. Vous verrez, je peux pas vous le démontrer, je peux vous apporter la preuve sur facture, là, maintenant, comme ça, là. Mais je vous garantis que c'est ça, hein. Les hommes ne nous intéressent pas, nous, hein. On n'est pas là pour ça, hein. Franchement, ça va bien, hein. Ça va. Franchement, ça va, vous pouvez les garder, hein, dans le principe. Mais, non, c'est beaucoup plus subtil. Voilà. Bon, bah ok, ça a l'air, ça a l'air compréhensible, hein. Enfin, moi j'ai compris, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais enfin, bon, oui, c'est vrai que ça va marcher. Bon, l'idée de base, elle est basique, hein, forcément. Mais après, il y a tout l'affinage, tout le jeu de la psychologie humaine. Voilà, mais les Edwige il y en a suffisamment, de toute façon, pour quadriller quasiment toute l'humanité à tous les niveaux, et qu'au niveau idéologique, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau pédagogique aussi, enfin, à tous les niveaux, il y ait effectivement cette cohérence, cette possibilité de rectification. Enfin, les Edwige sont magistrales pour ça. Elles font ça, mais alors, fantastique. Bon, allez, troisième et dernière question d'Athéna Vénus, et qui sera la dernière question également pour cette vidéo podcast numéro 40. Bonjour, ce formulaire est la suite du formulaire précédent concernant la vidéo podcast numéro 36 qui a soulevé énormément de questions. Vous dites de ne pas nous inquiéter, que vous, les Edwige, allez nous protéger, nous, les femmes. Voilà, la polarité homme-femme, c'est vraiment très important pour Athéna. C'est plus que rassurant, je l'admets, et je dirais même que l'on se sent presque privilégié. Je pense que vous pouvez. Cependant, je me pose cette question. Où était-elle, votre protection, durant toutes ces années, depuis votre arrivée sur Terre? Où est-elle à l'heure actuelle, pendant que les femmes continuent à être persécutées par les hommes, battues, violées, assassinées, humiliées? Je me permets de vous poser la question au nom de beaucoup de femmes, car il faut le dire, c'est un sujet très délicat, très sensible, mais surtout très important. Merci au Hierodarque et à la Major Ileana, qu'est-ce que le Hierodarque veut faire là-dedans, et de prendre le temps de nous lire et de nous répondre. Ah ben, non. Le Hierodarque à vue de nez, il n'a jamais répondu, hein, mais enfin. Ben merci Ileana de répondre, hein, c'est vous qui répondez quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce que vous foutiez, nom d'une pipe, hein? Oui, vu comme ça, c'est sûr qu'on peut se le demander. Bon, mais là, en l'occurrence, je crois qu'on a déjà répondu à ça, hein. On a déjà répondu par rapport à notre apparente non-intervention. Bon, il y a des choses, il y a du vrai et du moins vrai là-dedans. Bon. Alors, non, on a déjà répondu à ça. Où est-ce que nous étions lorsque tout ça s'est passé? Où est-ce que nous étions? Bon, ben... cette réponse a été apportée avec précision. Attendez, je vais vous dire, j'ai retrouvé dans mes mémoires la vidéo podcast numéro 32. Je me souviens, c'était... on nous demandait pourquoi on avait attendu avant de venir donner un coup de main. C'est un peu pareil, hein. On est un peu dans la même veine, dans le même esprit, là. Et en fait, si vous voulez vraiment savoir
ce qu'on faisait pendant ce temps-là et ce qu'on fait encore maintenant. Enfin, encore maintenant, c'est un peu différent parce que la raison pour laquelle on n'intervient pas, encore que vous ne savez pas à quel point on intervient, ça, vous ne pouvez pas le savoir, donc forcément, pour vous, personnellement, vous estimez à tort ou à raison qu'il ne se passe rien pour vous, donc c'est qu'il ne se passe rien pour personne. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez typique à la nature humaine, c'est cette façon de voir à partir de soi-même personnellement. Bon, je comprends que c'est un peu la seule manière de faire, hein. Bon, c'est pas une critique, hein. Mais bon, c'est un fait, en l'occurrence. Si nous intervenons, nous sommes intervenus beaucoup et nous continuons à le faire. La seule chose, c'est que le climat reste le même puisqu'on est dans un climat qui est celui du monde de l'ennemi. Le but n'est pas d'en changer maintenant, le but est d'enfoncer l'humanité suffisamment profondément dans ce déchet qu'est cette civilisation, mais sans les dangers corrupteurs dus à la présence de l'ennemi, en mesurant parfaitement les conséquences de ça, parfaitement, de manière à pouvoir éveiller l'humanité, forcément. Donc, on peut difficilement jouer les Superwoman chaque fois que quelqu'un dérape et s'en prend quelqu'un d'autre. C'est assez difficile puisque sinon on va faire chouler au niveau global, forcément. Donc ça peut pas fonctionner. Ceci étant, je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais je rappelle quand même qu'il est un fait absolument incontestable que dans la logique, je parle, la logique des relations karmiques, là, il est moins sujet de karma en tant que tel, puisque le karma est passé sous notre contrôle aussi. Mais le type de relation karmique, qui est typiquement celle de la victime et du bourreau, pour prendre des images parlantes, dans cette logique-là, on a toujours, dans 100% des cas, et Dieu sait que nombre de cas se sont présentés vu la planète sur laquelle vous vivez, que c'est toujours, psychologiquement, en profondeur, en arrière-plan de la psyché humaine, c'est toujours la victime qui appelle le bourreau. C'est jamais le bourreau qui présente sa menace à la victime. Le bourreau a un rôle qui correspond à la réponse à une forme d'appel. Je dis pas que les femmes violées passent des petites annonces, femmes jolies, la trentaine, bien faites, à violer, 11 heures hors de bureau, tout ça. Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 06, autre chose. Non, il s'agit pas de ça, évidemment. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je dirais malheureusement pour la complexité des relations que nous, l'humanité avec elle-même, si je puis dire, il n'y a pas de victimes en ce monde, réellement. Si, potentiellement on voit qui s'en prend sur la figure et qui donne les coups, évidemment. C'est pas celui qui donne les coups qui est la victime, évidemment. Mais il n'y a pas réellement de victimes au sens où, comme je le disais, il y a énormément d'appels du bourreau, de la part de la future victime. C'est particulièrement flagrant quand on voit, par exemple, si on reprend le cas de la femme violée, si ce n'est pas extrêmement correctement géré, cette affaire-là, si ce qui est très à la mode, choc post-traumatique, on met des chocs post-traumatiques partout maintenant, ça fait vendre ça auprès des psychologues, enfin bon, peu importe, si ce qu'on appelle comme ça, disons, n'est pas correctement réglé après, la femme violée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre en position pour susciter un nouvel événement qui soit copie conforme de ce qu'elle a vécu, pour pouvoir avoir le sentiment d'être maître de ça, quelque part, pour que quelque chose, dans son inconscient extrêmement profond, puisse se dire, c'est moi qui mène la danse, c'est moi qui appelle le violeur. Je sais que c'est insupportable à entendre, je suis tout à fait consciente de ça. On a essayé à un moment donné de parler à des gens, leur expliquer ça, on s'est pris de voler, et les gens ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas le savoir. Que ce soit le viol d'une femme, ou que ce soit
le fait de se casser la figure dans un café par des loupards qui sont là, ou que ce soit le fait de se prendre un redressement fiscaux sur redressement fiscaux alors que le voisin a tout bien réussi, peu importe les circonstances, hein, je parle simplement d'être victime du sort, et dans l'état de victime du sort, il y a une toute petite marge de victime, mais beaucoup d'autres choses qui pourraient, avec une bien meilleure connaissance de soi-même et des lois de l'univers, permettre que ces choses désagréables n'arrivent pas. Et pour qu'elles n'arrivent pas, il faut corriger. Et pour corriger, il faut déjà admettre que le problème est en soi. Et ça, les gens le refusent. Alors, tant pis. Que voulez-vous qu'on vous dise de plus? Voilà, c'est très délicat. Ça, c'est un sujet qui est vraiment... c'est même pas la peine d'en débattre, quoi, à la limite. Donc, bon, si jamais les gens qui nous écoutent poussent des hauts cris à m'entendre dire des choses pareilles, ne vous sentez pas obligé d'envoyer spécialement un formulaire pour demander des précisions. Il n'y a pas de précision à donner. C'est un phénomène naturel, il est comme ça. Mais il faut dire que l'ennemi a épouvantablement victimisé les gens. Il a levé la victime au rang de héros quasiment, de manière extrêmement subtile, pour que on ait presque envie d'en être finalement, pour avoir cette reconnaissance de la pauvre victime à laquelle on apporte toute l'attention, le soin et qu'on bourre de médicaments et de tranquillisants, comme ça il nous faut la paix. On a connu les comme ça, hein, c'est quasiment ingérable. C'est un aspect de la psychologie humaine qui va nous prendre vraiment du temps à corriger, enfin qui va vous prendre du temps, c'est vous qui allez faire l'effort de le faire quand même. Mais il faut absolument arriver à bout du problème que ça représente. C'est terrible, ça, terrible, terrible. Donc non, pauvre victime, franchement, j'ai jamais vraiment souscrit. Mais face à tout ce que j'ai vu, je vous certifie que là, j'en suis revenu, mais vraiment revenu, quoi. Non, il y a pas. Alors, consciemment, conscience de veille, oui, évidemment, hein, on se prend un coup, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Forcément, quoi. On a mal, on n'est pas bien, forcément, on est la victime d'un agresseur. Ça, d'un point de vue juridique, il n'y a aucun problème. Mais si on va regarder un peu plus profondément au sein de la profondeur cachée de la conscience humaine, conscience au sens très large du terme, hein, au-delà du mental, donc l'inconscient, et ben je vous garantis que ça fait peur. Et c'est pas forcément le bourreau qui fait peur, hein. Oh là là. S'il y a eu des enfers de culpabilité, s'il y a eu des enfers permettant à des tortionnaires de se défouler, je vous garantis que c'est pas pour rien, c'est précisément pour ça. Les enfers étaient créés par les âmes qui appelaient à elles un châtiment rédempteur. La rédemption ne vient pas par le châtiment, ça n'a jamais aidé personne. Mais ça, c'est ancré dans la conscience collective de l'humanité. Dans son inconscient collectif, plutôt. Et rarissimes sont les gens qui échappent à cette logique-là. Il y en a. Et il ne leur arrive rien du tout. Peut-être de peu, mais rien quand même. Jusqu'à ce qu'ils en aient peur. Alors là, ça c'est autre chose. Si cette perspective d'avoir échappé à quelque chose de terrible de multiples fois commence à leur faire peur pour l'avenir, là ils se le prendront. Donc il faut vraiment, il faut réapprendre à vivre, les amis. Ça c'est absolument certain. Il faut réapprendre à vivre ensemble et avec vous-même, surtout au départ, avec vous, avec soi-même. Savoir vivre avec soi et ensuite avec les autres. Ça vous change un monde, et c'est précisément ce qui est au programme. Donc il faudra y passer, obligatoirement. Et pour ça, il faudra admettre à toutes les victimes de ce monde, à admettre leur part, pas 100%, mais leur propre part de responsabilité, parce que je vous certifie qu'elles en ont. On ne peut pas être victime de quoi que ce soit si on n'est pas un peu de la partie, si on n'a pas mis un peu du sien. Si on n'est en rien responsable d'un événement, alors cet événement ne peut pas arriver. Pour accrocher un wagon, il faut que les deux wagons, accrocher un wagon à un autre wagon, il faut que les deux wagons aient un crochet. On ne peut pas accrocher l'un si l'autre n'a pas de crochet. C'est exactement pareil. Donc lissez-vous autant que possible et tout ira beaucoup mieux. Mais, oui, alors qu'on soit là ou qu'on soit pas là, de toute façon, tant que ce problème-là n'est pas réglé, on risque de voir des choses comme ça, même dans le prochain paradigme. Alors,
on ne laissera pas les agresseurs faire. Ils ne pourront pas se maintenir dans ce monde. Un agresseur ne pourra pas se maintenir dans le monde qui vient. Mais quelqu'un qui n'arrête pas d'appeler à l'agression ne pourra pas s'y maintenir non plus. Mais la barre est haute, quand même. Mais le monde qui vient vaut la peine. Ça, en contrepartie, je vous garantis qu'il vaut la peine. Enfin voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus. Eh bien, je ne pense pas qu'il y en ait tellement à dire davantage, puisque c'est quand même, c'est quand même envisagé de manière assez précise et profonde. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait, à la limite, qui fait peur, qui angoisse, hein, se dire, mon Dieu, si je suis responsable de tous les malheurs qui m'arrivent, qu'est-ce que je dois faire? Il vaut mieux être pauvre victime et puis prier un dieu ou un saint quelconque pour que ça aille mieux, en tissant un pacte avec l'ennemi éventuellement, quitte à payer de sa personne, mais de manière à ce qu'on ne soit plus soumis à ça. C'est comme ça aussi, hein, vous savez, quand l'ennemi plonge les gens en enfer, c'est pour les obliger à céder sous la pression et accepter un pacte. Enfin, tout ça est bientôt terminé, les amis. En tout cas, Iliana, je vous remercie pour ces réponses aux questions pas forcément évidentes, hein, comme d'habitude. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'apporter quelque chose de plus ici, d'éclairer les zones d'ombre qui restent encore dans le champ de compréhension mentale des gens qui nous écoutent. C'est vraiment une joie. Alors, j'en suis heureuse. Merci à ceux qui me permettent de pouvoir répondre à ces questions. Merci pour l'inconscient collectif qui les pose à travers eux. C'est vrai que ça, c'est un aspect auquel on pense peu et qui a son importance aussi. Et ben voilà, donc merci Eliana pour ça, et merci à ceux qui nous écoutent, et merci à ceux qui posent les questions inlassablement, et qui trouvent donc un intérêt à ce que nous faisons, aux efforts que nous déployons pour apporter un petit peu de lumière dans cette obscurité encore bien tenace du monde d'avant. Quoi qu'il en soit, si ces entrevues vous plaisent, eh bien merci de les liker, de les partager, afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier également, tout comme vous. Les commentaires sont modérés mais ouverts, laissez-y donc vos remarques si vous le souhaitez, un petit mot, un petit bonjour, ou des demandes de précision éventuellement, pourquoi pas. Une Vish vous répondra si c'est nécessaire. Si vous avez des questions à poser vous-même à la Prakonda Senemoka ou à Iliana personnellement, que vous souhaitiez en obtenir une réponse précise de sa part, merci donc d'aller à l'adresse habituelle amgt.link/questionhautdeviche afin de nous les transmettre en pensant à rédiger des questions quand même précises, le plus précises possible. Je vous en remercie par avance. En tout cas, si vous avez des suggestions ou des remarques ou des témoignages ou des questions à poser que vous ne souhaitez pas rendre public, éventuellement, ça peut arriver, ou non, alors vous pouvez vous rendre pour la partie publique sur le forum de la Prakonda Senemoka à l'adresse prakonda.news ou pour une réponse en privé sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse prakonda.email. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à jeudi, à ceux qui nous écoutent, et à vous, même, Iliana, en espérant que vous portez bien jusque-là. Et donc, que le meilleur vienne. On y est bientôt. Tenez bon, et tout va bien se passer. Au revoir, Iliana. À jeudi, donc. Eh bien, sans faute pour la prochaine, pour la 41e. Merci à vous, à bientôt les amis. Allez, à tout bientôt, on vous aime fort, prenez soin de vous. Allez, bye bye.